Donc, bonjour, bienvenue dans le webinaire organisé par le cabinet d'avocats CBA. Aujourd'hui, le thème d'actualité, puisqu'on est en début d'année, c'est la loi de finances pour 2021 et les principales dispositions concernant les entreprises. Donc, les membres du cabinet CBA vont vous expliquer, vont vous détailler ces dispositions, puis au fur et à mesure, on pourra répondre à quelques questions. Je vous présente rapidement le cabinet d'avocats CBA. On est un cabinet d'avocats fiscalistes et de droit des affaires et on intervient principalement pour les entreprises et pour les dirigeants d'entreprises. Et nous sommes aussi spécialisés sur l'expatriation fiscale. Donc, je vais vous mettre à l'écran la présentation et au fur et à mesure, avec mes collaboratrices, nous interviendrons sur le sujet. Voilà, je lance. Voilà. Rachel, on voit bien à l'écran, pas de Oui, difficulté. il n'y a pas de problème. J'ai mis aussi en route la messagerie sur la droite, comme ça, Oui, oui, éventuellement, s'ils veulent parler avec nous, ils peuvent communiquer aussi avec nous sur la droite. Parce que j'ai coupé les micros, évidemment. pas de souci. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, il faut bien comprendre que la loi de finances pour 2021 est un peu atypique parce que au cours de l'année 2020, du fait de l'épidémie, nous avons eu différentes lois de finances rectificatives où on a essayé d'adapter le budget et des dispositions fiscales en fonction de la situation sanitaire. Et on retrouve dans la loi de finances pour 2021 des mesures exceptionnelles de soutien à l'économie. On va pouvoir vous les détailler avec des dispositions très intéressantes. Et l'élément également phare, on verra l'évolution en matière d'imposition sur les bénéfices, c'est-à-dire que malgré la pandémie, on continue une baisse de l'impôt société et puis on verra une adaptation en matière d'impôts locaux, notamment pour les entreprises, pour pouvoir bénéficier de dispositions plus intéressantes au regard des outils de production et de la réduction d'impôts, ou du moins de la baisse de la pression fiscale au niveau des impôts locaux. Dernier élément dont on regardera, et c'est aussi une adaptation liée à la pandémie, c'est une accélération du digital et des relations avec l'administration fiscale, donc l'instauration de la facturation électronique obligatoire. Alors, c'était déjà prévu, mais là, ça va nettement plus vite. On le constate avec l'administration fiscale. La pandémie et le fait que le courrier et les contrôles fiscaux aient cessé ont permis de développer, on va dire, une relation digitale encore accrue et la facturation électronique va dans ce sens-là. Voilà, donc je vais passer la parole à Kouerkan qui va nous parler de la première disposition concernant la réévaluation libre des actifs. Tout coup, c'est à vous. Merci, bonjour à tous, Toutko Erkan. Je vous souhaite à tous une très bonne année, qui commence d'ailleurs avec de bonnes nouvelles fiscales, puisque, comme l'a dit Maître Benayoun, il y a des mesures de soutien à l'économie qui ont été votées récemment. Je vais vous présenter deux d'entre elles. Donc, la première, c'est la neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs. La réévaluation libre des actifs est une technique en fait qui est déjà permise. Elle permet en fait de refléter la valeur réelle des biens qui composent l'actif d'une entreprise. Toutefois, la mesure dans le dispositif actuel, enfin ancien plutôt, pardon, entraînait une taxation en fait de l'écart entre la valeur nette comptable et la valeur réévaluée qui est portée en fait à la valeur actuelle des biens. Aujourd'hui, donc l'article 31 de la loi de finances permet aux entreprises qui souhaiteraient réévaluer l'ensemble des actifs corporels et financiers de bénéficier d'une neutralisation fiscale.
Donc, il y a deux mesures différentes, un sursis d'imposition et un étalement de la plus-value. Le sursis d'imposition va être appliqué en fait lorsque les immobilisations réévaluées sont des immobilisations non amortissables. Dans ce cas de figure, il ne va pas du tout y avoir d'imposition. Il va y avoir un sursis en fait sur l'écart entre la valeur nette dans les comptes et la valeur réévaluée. Toutefois, l'administration, enfin l'entreprise qui a recours à la réévaluation va être imposée le jour de la cession en fait des immobilisations non amortissables, et le montant de la plus-value sera calculé par référence à la valeur qu'avaient ces biens dans les comptes de l'entreprise avant la réévaluation. Donc ça, c'est le premier point, donc le sursis d'imposition. Le deuxième concerne l'étalement en fait de la plus-value latente, en quelque sorte. L'étalement, la durée d'étalement va dépendre de la nature du bien. Donc, il va soit s'étaler en fait sur 15 ans si la réévaluation concerne des constructions, des plantations, les agencements, par exemple. Et sinon, il sera pour toutes les autres immobilisations amortissables, l'étalement sera sur 5 ans. Si l'entreprise cède en fait les immobilisations amortissables dans le durée de 15 ans ou 5 ans selon le cas, il va falloir réintégrer en fait les montants qui n'auront pas été imposés. Donc ce dispositif qui est temporaire et optionnel est applicable à partir des exercices clos au 31/12/2020. Donc si votre entreprise a un exercice calé sur l'année civile, elle va pouvoir, par exemple, au titre de l'année 2020, bénéficier de cette option. Voilà pour la première mesure. Alors, du coup, je vais intervenir. Ce qui est important, parce que c'est une disposition qui intéresse beaucoup les chefs d'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, avec la pandémie, on a un certain nombre de bilans d'entreprises qui sont dégradés. Or, on a des actifs qui ne sont pas à leur valeur réelle. Donc, cette disposition va permettre à des entreprises de réévaluer leurs biens et de les mettre en concordance avec la valeur réelle, tout en ayant une fiscalité adoucie lorsqu'on parle d'immobilisation amortissable. Et alors, l'immobilisation amortissable, par définition, on va dire que c'est l'immeuble. La non amortissable, c'est le terrain ou des valeurs mobilières. Élément important qui a été souligné, c'est qu'on ne parle que de réévaluation des immobilisations corporelles et financières. Ça ne concerne pas les immobilisations incorporelles. Et notamment, la principale immobilisation incorporelle, c'est le fonds de commerce. Parce qu'effectivement, l'administration n'a pas voulu rentrer sur ce débat-là. Elle aurait pu le faire, mais c'était un peu plus compliqué. Élément important, donc, comme on l'a précisé, c'est ouvert pour les exercices à compter du 31 décembre 2020. Donc, ça veut dire exercice souvent 2020, 2021, 2022. Ça sera accompagné vraisemblablement d'un suivi de plus-value en plus dans l'alias fiscal, puisque par définition, le jour où vous allez céder ces immobilisations, il faudra les céder en tenant compte pour les immobilisations non amortissables de la valeur réelle et pas de la valeur de réévaluation. Voilà sur ce point. Tout de coup, je vous passe la parole sur le deuxième point qui est les plus-values réalisées lors d'une cession bail d'immeuble. Oui. Alors, le législateur… À la page suivante. Voilà. Voilà, compte tenu du contexte, le législateur a décidé d'activer un mécanisme. C'est la cession en fait par une entreprise d'un immeuble à une société de crédit-bail. Elle avait été mise en place en fait suite à la crise financière de 2008 et elle est réintroduite pour les cessions qui sont réalisées à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. Cette mesure est très avantageuse dans la mesure où l'entreprise va pouvoir disposer en fait d'une trésorerie en raison de la cession en fait d'un immeuble dont elle disposait et
qu'elle va en plus de ça bénéficier en fait d'une sorte d'allègement fiscal. C'est également un étalement sur 15 ans. Donc, soit un étalement en fait de la plus-value de cession sur 15 ans, soit sur la durée du crédit bail. Donc, le fonctionnement du crédit bail, pour rappel, consiste en fait à céder un immeuble à un crédit bailleur, et vous avez l'entreprise est crédit preneur et elle peut exercer une option d'achat à la fin en fait de ce contrat de crédit bail, de telle sorte qu'elle va garder, qu'elle va retrouver en fait la propriété de l'immeuble qu'elle a cédé à l'entreprise de crédit bail. Dans le même temps, elle va pouvoir en fait déduire les loyers qu'elle versera au crédit preneur, au crédit bailleur, pardon. Donc c'est une mesure très avantageuse. La seule différence en fait par rapport à l'ancien dispositif, c'est qu'elle ne s'appliquera plus à la cession des immeubles de placement, mais uniquement aux immeubles affectés à l'activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale et agricole. Toutefois, une exception est prévue pour les immeubles de placement. Si l'entreprise preneuse décide de sous-louer elle-même à une entreprise à laquelle elle est liée, elle va pouvoir considérer en fait que cette opération relève bien d'une activité commerciale. Voilà pour cette mesure. Alors, je vais juste rajouter un élément, c'est que on revient sur un ancien régime qui avait été modifié de mémoire pour la loi de finances pour 2013 par François Hollande. C'est quelque chose qui était extrêmement utilisé, puis du jour au lendemain, dans la mesure où lorsqu'on refinançait, on faisait un leaseback d'un bien, souvent un bien immobilier, on avait une fiscalité très importante, c'était abandonné. L'objectif, et on voit bien, hein, on est dans les mesures exceptionnelles de soutien à l'économie, l'objectif est de donner du cash aux entreprises avec une fiscalité qui va être échelonnée et donc supportable par l'entreprise. Donc, on revient sur un ancien mécanisme qui existait pour, encore une fois, donner plus de disponibilité à l'entreprise et plus de flexibilité. On va à présent passer aux dispositions qui concernent les abandons de loyer et je donne donc la parole à Enora Boulinet. Enora. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Oui. Super. Donc, Enora Boulinet. Alors, je vais juste changer de page, ça va être plus simple. Hop, un instant. Voilà. Super. Donc, je vais vous parler du crédit d'impôt pour abandon de loyer qui est consenti aux entreprises affectées par la crise sanitaire. La loi de finances pour 2021, en son article 20, instaure un crédit d'impôt pour abandon de loyer. Alors, quels sont les bailleurs qui sont concernés? Ce sont aussi bien les particuliers que les entreprises, les personnes morales, sauf bien évidemment les entreprises au 31 décembre 2019 qui sont en difficulté au regard de la réglementation européenne ne pourront pas en bénéficier. Les entreprises exonérées d'IR ou d'IS pourront également en bénéficier. Les abandons de loyers qui sont concernés sont les abandons qui ont été consentis avant le 31 décembre 2021. Les abandons de loyers donc, doivent être consentis avant le 31 décembre 2021. Il y a également des conditions que doivent relever les entreprises locataires, que doivent remplir les entreprises locataires, pardon. Ce sont notamment celles qui ont pris en location des locaux qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public ou qui exercent une activité principale dans un secteur mentionné, décret 2020-371 du 30 mars 2020. On parle notamment des secteurs dans les téléphériques, le secteur de l'hôtellerie, et les cafétérias ou les campings. Les entreprises doivent également remplir la condition de moins de 5 000 salariés. Les entreprises qui ont plus de 5 000 salariés ne pourront pas bénéficier de ce crédit d'impôt. Toutefois, les associations ne doivent pas, enfin, cette condition ne s'applique pas aux associations. Les associations doivent remplir deux autres conditions.
elles doivent être assujetties aux impôts commerciaux et employer au moins un salarié pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt. Et la troisième condition que doivent remplir les entreprises locataires est bien évidemment qu'au 31 décembre 2019, elles ne doivent pas être en difficulté au sens de la réglementation européenne et ni en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Comment s'applique et comment est calculé le crédit d'impôt? Le crédit d'impôt est finalement égal à la moitié, donc à 50% de la somme totale des amendements de loyer. Et finalement, il y a une exception pour les entreprises locataires dont l'effectif excède 250 salariés. Le montant de l'abandon consenti par le bailleur sera retenu à hauteur de ces 2/3 seulement. Finalement, le crédit d'impôt est limité de fait à 33,33% des sommes abandonnées. Par ailleurs, le crédit d'impôt qui sera accordé ne peut pas excéder le plafond de 800 000 € par abandon de loyer. Comment sera imputé le crédit d'impôt? Il faut faire la distinction entre à l'IR et à l'IS. Pour l'IR, il s'imputera, donc pour le calcul de l'IR, il s'imputera au titre de l'année au cours duquel les amendements de loyer ont été consentis. Et l'administration, bien évidemment, restituera l'excédent si le crédit d'impôt excède l'impôt dû. À l'IS, c'est la même chose. Il s'imputera donc sur l'impôt dû au titre d'exercice au cours duquel les amendements de loyer ont été consentis. Et si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent sera restitué par l'administration. Voilà, j'en ai fini donc, pour le crédit d'impôt sur l'abandon de... Alors, je vais préciser 2 points quand même importants. Ça concerne bien les locaux qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Donc, ça concerne toute la première période de confinement et ça concerne certaines activités dans le cadre de la deuxième période de confinement. On est effectivement, le sujet principal concerne les entreprises de restauration et hôtellerie. La difficulté qu'on voit nous, en pratique, et la limitation du plafond de 800 000 € pour les grosses entreprises, parce qu'on peut rapidement atteindre ce montant-là. Donc, par expérience, les bailleurs font signer des attestations aux entreprises pour qu'elles certifient qu'elles ne dépassent pas le plafond de 800 000 €. Alors, je serais curieux de savoir comment ça va être vérifié et si vraiment ça peut être vérifié. Mais voilà. Autre difficulté, c'est lorsqu'on a une société holding dans laquelle est logé un certain nombre de salariés qui rendent des prestations à des filiales, que ce soit par exemple la restauration, l'hôtellerie ou les entreprises concernées par les premières fermetures, on va avoir des difficultés au niveau des loyers et donc de pouvoir bénéficier de cette disposition. Autre chose, on a des restrictions au niveau des groupes de sociétés. Donc, pour le commerçant indépendant, c'est relativement facile à appliquer en discussion avec son bailleur. Lorsqu'on commence à avoir une entreprise avec un nombre important de baux, il y a une vraie discussion. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que lorsque les groupements avaient beaucoup de baux, la discussion se faisait directement avec Bercy pour pouvoir faire bénéficier et discuter avec ses bailleurs. Voilà, on va pouvoir passer à la deuxième déductibilité des abandons de loyer. Donc, la loi de finances pour 2021 a prorogé le dispositif qu'avait mis en place donc la deuxième loi de finances rectificative pour 2020. Elle proroge en fait le dispositif qui permet la déductibilité des amendements de loyer. On peut retrouver donc, ce dispositif à l'article 249 de la loi de finances pour 2021. Qu'est-ce que disait la deuxième loi de finances rectificative pour 2020? Elle prévoyait que pour les exercices clos à compter du 15 avril 2020, les bailleurs avaient la possibilité de déduire les abandons de loyer d'immeubles
qui avait été consenti entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020. Ce dispositif, du moins cette possibilité pour les bailleurs, pouvait être faite sans avoir à démontrer que le caractère commercial de l'abandon, qu'il y avait une absence de caractère commercial et l'absence d'acte anormal de gestion. Le bailleur donc, pouvait déduire les abandons de loyer et le locataire bénéficiaire des abandons de créances devait constater en contrepartie et dans les conditions normales de détermination du résultat fiscal un produit imposable et qui viendrait constater la charge de loyer correspondante. Pour que ce dispositif soit applicable, le locataire ne doit pas être une entreprise liée au sens de l'article 39, alinéa 12 du Code général des impôts. Cet alinéa, en fait, est la condition de détention directe ou indirecte de la majorité du capital social par une entreprise. Cependant, donc, concernant le droit au report en avant des déficits subis par les entreprises soumises à l'IS, la loi autorise que la limite de 1 million d'euros prévue à l'article 209 soit majorée du montant des abandons de créances. Et donc, finalement, la loi de finances proroge ce dispositif qui avait été mis en place par la loi de finances rectificative. Elle le proroge jusqu'au 30 juin 2021. Donc, ça signifie en pratique que sont concernés les abandons de loyer du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021. Lorsqu'on vous explique qu'on modifie la règle de l'article 209.1 du CGI, c'est la limitation de déductibilité au niveau des pertes des sociétés. Donc, ça signifie qu'on va pouvoir aller plus loin et comprendre l'abandon de loyer en dehors de cette limitation. Faut bien faire attention lorsqu'on se trouve dans des situations où le locataire est directement ou indirectement le propriétaire. L'administration l'a bien souligné dans différents commentaires. Et il faudra démontrer les difficultés rencontrées par l'entreprise pour qu'on puisse procéder à des abandons de loyer. Merci Enora. Alors, on a terminé à présent l'aspect qui est lié aux difficultés, on va dire aux dispositions de soutien à l'économie. Et puis, on va rentrer dans des dispositions plus classiques. À présent, donc, je donne la parole. Adèle, c'est à vous, concernant l'impôt sur les bénéfices. Je vais vous changer de page. Bonjour à tous. Donc, concernant l'impôt sur les bénéfices qu'on appelle finalement l'IS, c'est l'impôt sur les sociétés, on a une modification. Alors, qui était prévue depuis un moment et ensuite, au contexte, on s'est un petit peu demandé est-ce qu'il allait être maintenu puisqu'il était particulièrement bénéfique pour les sociétés. Et fort heureusement, ça a été maintenu, à savoir qu'en fait, le taux d'IS baisse. Donc, il est passé de 33 à 28,5. Puis maintenant, à partir de 2021, il est fixé à 26,5% pour toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions d'euros. À noter que on a parmi nous des personnes qui ont des entreprises qui ont des chiffres d'affaires au-delà de 250 millions d'euros, on est à un taux à 27,5. Même pour elles, le taux d'IS baisse. Il y a une particularité quand même à cette baisse du taux d'IS, c'est qu'il ne s'applique qu'aux exercices qui sont ouverts à compter du 1er janvier 2021. En pratique, ça signifie que tous les exercices décalés qui ont été ouverts et qui sont en cours au 1er janvier 2021 ne peuvent pas bénéficier pour le moment de ce taux à 26,5. Par exemple, les exercices qui clôturent au 30 septembre et donc du coup qui ont ouvert leur exercice au 1er octobre 2020 et qui sont actuellement en cours ne peuvent pas bénéficier de ce taux. En revanche, ils en bénéficieront évidemment en décalé. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que le taux, normalement, et ça a été confirmé, va continuer à baisser en 2022 pour passer à 25%.
Donc ça, c'est une mesure très, très importante en fiscalité des sociétés, puisqu'on voit que finalement, autant tout ce qui est lié à l'impôt sur le revenu augmente généralement au fur et à mesure des années. À l'inverse, le taux d'IS baisse, ce qui rend évidemment les sociétés françaises assez concurrentielles, commence à rendre les sociétés françaises assez concurrentielles, puisque la fiscalité des sociétés commence un petit peu à diminuer. Donc, on a le taux d'IS entre guillemets classique et on a un taux d'IS réduit. Et ce taux d'IS réduit de 15%, qui est dans la limite de 38 200 € du bénéfice imposable sur une période de 12 mois, avait un champ d'application qui était assez limité et l'administration fiscale, enfin la loi de finances pour 2021 a décidé de l'élargir, puisque pareil pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, toutes les PME qui sont passibles de l'IS et qui ont un chiffre d'affaires hors taxe qui est inférieur à 10 millions d'euros pourront bénéficier de ce taux réduit de 15%, sachant qu'avant, il fallait au maximum faire un chiffre d'affaires de 7,63 millions d'euros. Voilà. Les conditions pour pouvoir en bénéficier, ça n'ont pas bougé. C'est avoir un capital entièrement libéré et que le capital soit détenu au moins pour 75% par des personnes physiques ou sinon par une société qui elle-même répond à ces conditions-là. Voilà. Donc, pour l'IS, c'est à peu près tout ce qu'il y avait dans la loi de finances cette année, mais qui est quand même particulièrement intéressant pour nos sociétés françaises. Merci Adèle, je n'ai rien à rajouter. Julie Ménette, c'est à vous pour nous parler des impôts locaux et des dispositions très intéressantes. Alors ça passe un peu inaperçu parce que c'est beaucoup moins commercial que l'impôt société, mais c'est les dispositions concernant l'allègement sur les impôts de production pesant sur les entreprises et notamment dans le cadre des sociétés industrielles, puisque c'est elles qui sont particulièrement concernées. Julie, je vous passe la parole et voilà la page. Bonjour à tous. Donc, en effet, la loi de finances pour 2021 poursuit un certain nombre de mesures et vient alléger les impôts de production. Donc, on a une baisse de la CVAE notamment, une baisse du taux de plafonnement de la CET. La baisse de la CVAE, en fait, elle consiste en une réduction de 50% du taux. Donc, le taux était initialement à 1,50 et il passe désormais à 0,75%. Vous avez, en fonction du montant du chiffre d'affaires des entreprises, le taux effectif d'imposition avec un comparatif entre le taux actuel et le taux prévu dans la loi de finances pour 2021. Donc, il faut savoir aussi que les dégrèvements complémentaires initialement de 1 000 € prévus pour les petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 2 millions d'euros, est également réduit de 50%. Donc, il passe à 500 €. Et il en est de même, évidemment, du montant minimal de la cotisation CVAE, qui est également divisé par 2 et qui est désormais de 125 € et non plus de 250 €. Voilà. Pour ce qui est de la CET, désormais, le taux de plafonnement de la CET n'est plus de 3%, mais de 2% de la valeur ajoutée, sachant que l'excédent peut toujours faire l'objet d'un dégrèvement sur demande du redevable. Voilà, rien de plus particulier sur cette mesure. Et par contre, concernant les règles de détermination de la valeur locative des établissements industriels, alors il faut savoir que c'est la loi de finances, en fait, toujours dans un but d'alléger l'imposition des établissements industriels, c'est toujours dans la même logique. Elle diminue la valeur locative résultant de la méthode comptable par une réduction de moitié des taux d'intérêt applicables. Alors, la valeur locative, c'est celle des immobilisations industrielles, c'est celle qui sert de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la CFE. Et en principe, elle est déterminée par le biais d'une méthode dite comptable qui consiste à appliquer au prix de revient des différents éléments qui constituent l'établissement des taux d'intérêt fixés par décret. Donc, jusqu'à présent, ces taux étaient fixés à 8% et 12%, et ils se passent désormais à 4% et 6%, sachant que 4%, c'est pour les sols et les terrains, et 6%, c'est pour les constructions et les installations foncières. Voilà pour la partie sur les impôts locaux. Merci Julie. Je rajouterai, je préciserai, ce sont vraiment des dispositions importantes parce que l'allègement des impôts de production
améliore la compétitivité des entreprises et c'était le souhait du gouvernement de permettre aux industriels qui sont concernés, et ils sont nombreux, de pouvoir avoir un gain de compétitivité par rapport à des sociétés étrangères. Donc, cette disposition va dans le bon sens. On continue, Julie, avec vous, puisque vous allez nous parler de la TVA et certaines dispositions. Pas mal de mesures intéressantes en matière de TVA. Je pense que entre guillemets, la plus intéressante, c'est celle qui prévoit un régime optionnel de groupe TVA qui pourrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2023. Donc, en fait, la loi de finances pour 2021 instaure à compter du 1er janvier 2023 un régime de groupe pour la TVA en transposant en droit interne en fait, des dispositions qui étaient prévues dans la directive TVA. Donc, ça consisterait à constituer ce qu'on appellerait un assujetti unique, ou groupe TVA, et ce serait possible pour tous les secteurs d'activité, sans aucune restriction, et ça aurait notamment pour conséquence l'effacement total des transactions économiques entre les membres du groupe, au regard de la TVA. Donc, les entreprises intéressées auront la possibilité d'exercer l'option dès le 1er janvier 2022 pour une entrée en groupe au 1er janvier 2023. Alors, il faut savoir que les personnes qui pourront demander à constituer un groupe TVA sont les assujettis en France qui ont le siège de leur activité économique ou un établissement stable en France et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financiers, économiques et de l'organisation. Il faut savoir que ces liens financiers, économiques et organisationnels sont exigés de manière cumulative et devront exister lors de l'exercice de l'option, donc à compter du 1er janvier 2022, et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande. Alors, pour ce qui concerne les liens entre les membres du groupe sur le plan financier, on considère que sur le plan financier, les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement par une même personne, sont liés entre eux. Il s'agit notamment de détenir plus de 50% du capital social ou plus de 50% des droits de vote. Et pour les liens entre les membres sur le plan économique et de l'organisation, on considère que les membres sont liés sur ces niveaux-là. Sur le plan économique, les assujettis qui exercent soit une activité principale de même nature, soit des activités qui sont interdépendantes, complémentaires ou qui poursuivent un objectif économique commun, ou alors encore une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres du groupe. Alors, en pratique, les différentes entités du groupe TVA sont libres de fixer le périmètre du groupe et de choisir d'y inclure ou non certains membres. Donc, il pourra y avoir plusieurs groupes de TVA constitués, créés au sein d'un même groupe économique. Alors, l'assujetti unique ou groupe TVA, il est créé sur une option pour une période obligatoire de 3 ans. L'option devra être formulée pour le groupe au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède son application. Donc concrètement, pour une entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2023, les entreprises vont pouvoir exercer l'option à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 octobre 2022. Voilà. Donc l'option couvrira obligatoirement une période de 3 années civiles pendant laquelle le périmètre du groupe a vocation à rester stable. En effet, le dispositif prévoit que le périmètre du groupe doit rester relativement figé et que l'introduction d'un nouveau membre pourra intervenir vraiment sous condition. Bien entendu, l'assujetti unique aura un numéro d'identification à la TVA et sera seul tenu de la souscription des déclarations TVA pour le groupe. Et chaque membre du groupe devra constituer un secteur d'activité au sens de la TVA. À compter de leur entrée dans le groupe, les membres en fait, de l'assujetti unique ou du groupe TVA seront plus assujettis au sens de l'article 256 du CGI et n'auront donc plus d'obligations déclaratives en matière de TVA. Donc, ils devront évidemment continuer à respecter toutes leurs obligations d'ordre comptable, ça ne les exonère absolument pas, bien entendu, et ils resteront évidemment solidairement tenus au paiement de la TVA
et le cas échéant des intérêts de retard, majoration et amende correspondants, dont l'assujetti unique sera redevable à hauteur évidemment de la proportion dans le capital. Donc, toute entité membre du groupe constituera un secteur d'activité distinct de l'assujetti aux fins de la TVA. La création de ces secteurs distincts en fait, permettra de simplifier le suivi, notamment des droits à déduction, en fonction des différentes activités exercées par les membres du groupe. Voilà, donc je pense que c'est un dispositif qui sera très intéressant à voir, évidemment, comment spécifier toute la mise en place d'ici le 1er janvier 2023. Georges, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, on a été complet. C'est vrai que c'est une création importante. Comme toujours en matière TVA, on va avoir une mise en application compliquée et on ne voit pas obligatoirement immédiatement le gain que ça peut créer au niveau des entreprises. Mais effectivement, pour les groupes, avoir créé un régime de groupe de TVA, qui est une disposition européenne, c'est à mon avis un avantage. Alors, on va du coup aller un peu plus vite sur les 3 autres dispositions, Julie. Donc, on a des éclaircissements sur ce qu'on appelle les offres composites ou les offres complexes uniques en matière de TVA. En fait, c'est les opérations qui regroupent différentes opérations soumises à différents taux de TVA notamment et qui constituent ce qu'on appelle une opération unique. Donc, la loi de finances prévoit notamment, pour simplifier, que lorsque l'opération comprend des éléments relevant de taux différents, ce sera le taux applicable le plus élevé qui s'appliquera. Voilà. Sinon, la loi de finances pour 2021 a reporté l'entrée en vigueur du régime de TVA en matière de commerce électronique. Donc, initialement, ça devait être au 1er janvier 2021 et c'est finalement reporté au 1er juillet 2021. Elle précise également qu'il y a l'application du taux de TVA de 20% aux importations de biens faisant l'objet d'une vente à distance de biens importés contenus dans des envois d'une valeur ne dépassant pas 150 €. Et finalement, toujours dans la logique de soutien et de crise sanitaire actuelle, le taux de 0% s'applique aux tests et aux vaccins contre la Covid. Donc, ça concerne tous les tests qu'on connaît, les PCR, les antigéniques et les sérologiques. Voilà. Merci Julie. On va terminer à présent avec Adèle au sujet de la facturation électronique. Adèle, vous pouvez y aller. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Adèle? Oui. Voilà, allez-y. Oui, ok. Donc, la loi de finances, rapidement, en fait, a prévu la possibilité pour le gouvernement de prendre par ordonnance en 2021 des mesures qui vont permettre la mise en place, finalement, dématérialisée de tout ce qui est lié à la facturation. Donc, à savoir une facturation électronique qui va être obligatoire pour toutes les transactions entre les entreprises et une obligation de transmission dématérialisée au profit de l'administration fiscale de l'ensemble des données de facturation et de paiement pour toutes les transactions qui sont réalisées avec des personnes physiques ou des opérateurs étrangers. En fait, quel est l'objectif derrière cette mesure qui va être mise en place courant 2021 par le gouvernement? En fait, c'est de pouvoir faire des recoupements entre les achats, les ventes, etc., pour pouvoir lutter contre la fraude fiscale, c'est l'objectif principal, et également de pouvoir anticiper le pré-remplissage des déclarations TVA pour les entreprises qui ont également pour l'objectif d'éviter la fraude fiscale au niveau de la TVA. Il y a un calendrier particulier qui est mis en place, en tout cas qui est prévu à ce jour. 2023, on aura une obligation de réception des factures électroniques pour toutes les entreprises. Et entre 2023 et 2025, selon la taille de l'entreprise, donc chaque année, ça va découler d'une grosse entreprise jusqu'au PME-TPE en 2025, on va passer à cette fameuse obligation d'émission des factures sous format électronique et la transmission des données dématérialisées sous le même format auprès de l'administration fiscale. En 2023 pour les grandes et jusqu'à 2025 pour les TPE, comme je vous disais. Voilà. Merci Adèle.
On a donc terminé la présentation des principales dispositions de la loi de finances pour 2021. Bien évidemment, une loi de finances donne lieu à un certain nombre de textes qui vont venir préciser la mise en application des dispositions. Il faut s'attendre à ce que les textes arrivent à compter du mois de mars et des fois prennent beaucoup plus de temps. Donc voilà, les membres du cabinet d'avocats CBA sont à votre disposition et puis on vous retrouve bientôt pour un autre webinaire. Vraisemblablement, on parlera encore de la loi de finances, mais la loi de finances appliquée aux personnes physiques. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.